Bien, bonjour mes amis. Nous nous retrouvons, donc comme d'habitude, ça va nous changer un peu les idées entre les élections américaines et le Covid. Il n'y a pas de quoi être très gai en ce moment. On va traiter d'un sujet qui, j'en suis persuadé, va vous intéresser. Alors pour une fois, je ne vais pas parler de logiciel, je vais m'intéresser à l'aspect réseau et à ce qui pourrait être un petit peu un changement assez profond dans les années à venir, à savoir l'installation de réseaux cellulaires, un peu comme les réseaux cellulaires que nous connaissons, sauf que ce sont des réseaux cellulaires privés. Donc la question que je vais poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire confiance, on va dire, au réseau Wi-Fi ou Wi-Fi? Alors déjà, on va tout de suite s'arrêter une seconde. Au Québec, on dit Wi-Fi, en France, on dit Wi-Fi. Alors on peut dire Wi-Fi ou Wi-Fi. Donc, vous me pardonnerez si de temps en temps j'utilise le terme Wi-Fi ou le terme Wi-Fi. Donc, le choix, ça sera ça. Est-ce que nous allons continuer à faire confiance à Wi-Fi, Wi-Fi, sachant qu'il y a quand même un certain nombre d'inconvénients que je vais donc évoquer? Et est-ce qu'on peut aller plutôt vers des solutions, on va dire, d'installation de réseaux cellulaires privés dans une infrastructure quand même relativement importante, parce que ce n'est pas fait pour mon salon ou ma salle de bain. Ce n'est pas fait pour ça. Hein. Bien. Donc, c'est cette question-là. Alors, si vous voulez bien, donc, je vais partager mon écran. Et donc, nous allons attaquer ce sujet, qui est un sujet qui est intéressant, mais qui va, à mon sens, se poser de plus en plus dans les 2, 3, 4 ans qui viennent. Voilà. Donc, le sommaire, comme d'habitude, le sommaire. Alors, on va voir de quoi avons-nous besoin aujourd'hui hein, quand on installe un réseau comme ça. Attention, hein, je ne parle pas de réseau personnel. Ce n'est pas nos réseaux à nous. Hein. Ce sont donc des réseaux professionnels. Dans la mesure, souvent, on a des surfaces importantes. Pas, disons, pas un bureau tout seul. Hein. C'est plutôt pour des établissements qui sont un peu répartis sur des distances qui peuvent être de plusieurs kilomètres, ou ça peut être voyez, même plusieurs dizaines de kilomètres. Donc là, on est un peu gêné, hein, on va le voir avec Wi-Fi, hein, mais effectivement, ça pourrait répondre à notre problème, et on va regarder ça donc de près. Donc de quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Il faut bien se mettre d'accord sur ce qu'est la technologie actuelle de Wi-Fi, Wi-Fi. On va parler donc de la dernière version donc, de Wi-Fi, qui est donc la version 6, mais on va également parler de la prochaine version, celle qui va arriver en 2024, et qui est donc la version donc, Wi-Fi 7, qui est très intéressante, hein, qui ne gomme pas malheureusement tous les inconvénients qu'a la technologie Wi-Fi, mais a quand même des caractéristiques qui sont quand même assez surprenantes. C'est pour dans 4 ans. Donc, on va évoquer donc, ces fameuses limitations et faiblesses de Wi-Fi à cause desquelles nous nous posons justement le problème de son remplacement, et on va regarder quels sont les avantages d'avoir un réseau cellulaire. Donc, le problème des réseaux cellulaires, c'est que on les utilise par l'intermédiaire de prestataires, qui sont donc des opérateurs. Et les opérateurs vont donc louer, on va leur faire payer plus exactement des fréquences ou des bandes de fréquences qui ne sont pas extensibles à l'infini. Je vais vous montrer un exemple disons, un tableau d'attribution des fréquences telles qu'elles se font au Canada. Je veux dire, pour s'y retrouver là-dedans, ce n'est pas simple. Hein. Déjà, à l'intérieur d'un pays, ce n'est pas évident. Mais alors, si en plus, il faut assurer, on va dire, les connexions de bout en bout entre deux pays différents, c'est quand même pas simple du tout. Donc, ces fameuses fréquences qui ne sont pas extensibles à l'infini, et c'est pour ça qu'il y a maintenant on va dire une initiative qui consiste à partager des fréquences d'opérateurs et qui les mettent à notre disposition dans un endroit privé, mais un endroit, encore une fois, c'est une usine hein, ou plusieurs usines, pour remplacer des connexions donc Wi-Fi qui posent des problèmes dès que l'on dépasse un certain nombre des distances importantes. Donc, privatisation d'un réseau, on va dire 4 ou 5G, sachant que la 6G arrive, on va quand même un tout petit peu l'évoquer, parce que c'est vrai que la question qu'on se pose et que probablement vous vous posez aussi, c'est dans 5 ans, si je dois aujourd'hui investir dans un équipement, on va dire, d'infrastructure dans mon usine ou dans mes usines, est-ce que je peux faire confiance localement à du Wi-Fi, quitte à avoir ensuite des passerelles
pour aller sur les réseaux cellulaires, ou est-ce que je peux faire que du cellulaire et ne plus faire confiance au Wi-Fi? Donc, c'est cette fameuse privatisation donc, de 4, 5G ou 6G. Donc, on va regarder les avantages, on va faire une comparaison entre tout ça, on va évoquer donc les aspects coûts, parce que alors là, malheureusement, on ne joue pas dans la même cour. Wi-Fi, ça ne coûte pas très cher, il faut quand même dire la vérité. Ce sont des installations peu coûteuses, alors que faire du cellulaire privé, alors là, c'est quand même autre chose. Il faut installer des antennes, un câblage également, hein, avec des antennes. Et donc, on va dire que c'est beaucoup plus coûteux. Mais si le jeu en veut la chandelle, on pourra donc franchir ce cap. Et on va parler d'une initiative. Alors, comme bien souvent, c'est ce qui se passe, c'est l'initiative qui est prise aux États-Unis, que l'on appelle CBRS. Le CBRS, c'est donc une offre qu'a donc piloté le régulateur américain, qui est donc la FCC, et qui donc autorise sur une certaine fréquence de partager, les opérateurs peuvent partager avec d'autres utilisateurs locaux, voire avec d'autres opérateurs, des fréquences dont ils ont l'usage et dont ils ont payé l'usage. Je pense que cette initiative CBRS, on commence à en trouver dans d'autres pays, hein, mais à mon avis, il va faire tache d'huile, parce que du fait que les fréquences ne sont pas extensibles à l'infini, hein, eh bien, il va quand même falloir trouver des solutions. L'inconvénient, c'est que partager des fréquences, ça peut poser des soucis d'abord d'installation, de coût, mais également, on va dire, de garantie du service. Et c'est quand même une situation, enfin une structure qui est assez lourde. Ce que prévoit donc CBRS aux États-Unis, il y a des services qui sont dans le cloud qui sont vraiment pas évidents du tout. Donc garantir un comportement permanent et que l'on ne puisse pas contester dans des environnements qui seraient par exemple des environnements sécuritaires. Je pense à des environnements tels que des centrales nucléaires, des choses comme ça. Il y a peut-être des risques qu'on ne voudra pas prendre. Donc, il faut bien avoir conscience de tout ça, et si vous voulez bien, ce dont on va parler. Cela dit, comme je l'ai indiqué ici, pour l'instant, CBRS, ça reste quand même un marché de niche. Hein. Ça représente à peu près, ça devrait représenter en 2025 quelque chose comme 1,5 milliard de dollars. Bon, c'est pas gigantesque. Mais à mon avis, c'est peut-être si on regarde les autres initiatives qui sont prises dans d'autres pays, je pense que c'est quelque chose qui pourrait largement dépasser donc, ces chiffres. Alors, quels sont les besoins que nous avons donc pour demain? Moi, je m'occupe d'infrastructure. Mes clients me demandent, voilà, il me faut réinstaller ceci et cela, voilà ce dont j'ai besoin. Alors, de quoi, moi, installateur, comme vous, de quoi est-ce que j'ai besoin? D'abord, je voudrais avoir des installations qui soient les plus simples possibles, hein, pour éviter tous les câbles partout, on n'en sort pas. Il faut faire des trous dans les... Enfin, c'est pas évident. Je voudrais que l'usage soit simple, quelle que soit la technologie que je vais utiliser. Je ne les traduis pas, je clique, je me connecte, je fais mon travail et je m'en vais. Il ne faut pas que ce soit plus compliqué que ça. Et c'est mon équipement qui va se charger de toute l'intendance derrière, des interfaces avec les réseaux. Je n'ai pas si vous voulez, à cliquer pour utiliser un réseau, ensuite un autre. Non, ça se fait, ça c'est la cuisine derrière, je ne m'en occupe pas. Je voudrais avoir des vitesses très élevées. Je pense que la vitesse que devraient nous proposer donc, les réseaux cellulaires de demain, ou le réseau Wi-Fi, hein, à mon avis, ce sera autour de 100 gigabits par seconde. Alors, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore, mais Wi-Fi 7 qui va arriver en 2024, c'est quand même 30 gigabits par seconde, voire même plus de 45 gigabits par seconde potentiellement. Donc finalement, on n'est pas tellement loin. Hein. Et c'est pareil pour les réseaux cellulaires, puisque le réseau, la 6e génération, on devrait aller à 1 terabit par seconde. Vous me direz, c'est toujours pareil, c'est du nominal. La réalité sur le terrain, ce n'est pas tout à fait ça. Mais on est quand même sur des vitesses quand même qui sont assez colossales et qui me font dire d'ailleurs qu'à terme, il n'y aura plus probablement que 2 ou 3 technologies, cellulaire bien sûr à très haut débit, du local et puis opérateur, hein, les fibres optiques qui vont continuer d'être là, et puis il restera des îlots, donc Wi-Fi, donc
Je pense que les autres technologies, ADSL, etc., on en a déjà parlé, hein, à mon avis, elles vont disparaître. J'ai besoin d'avoir avec ces réseaux, donc j'ai besoin d'un mécanisme d'authentification qui soit applicable à tous les réseaux, que ce soit du filaire ou du sans fil, et que ça s'intègre dans un système existant d'entreprise. On a beaucoup glosé sur la faiblesse du système Wi-Fi. Oui, c'est vrai. Mais il me semble que, d'abord, on a dit beaucoup de mal sur Wi-Fi. À mon avis, on en a dit trop, parce qu'il n'est pas aussi répréhensible que ça, de mon point de vue, en termes de sécurité. Mais l'important, à mon avis, c'est que tout ça, ça soit homogène et que les connexions, l'identification, eh bien, auprès d'une station de base cellulaire ou bien auprès d'un routeur Wi-Fi, eh bien, ça s'intègre dans, on va dire, dans une enveloppe globale de l'entreprise. Donc, j'ai besoin de ça parce que je ne veux pas faire vivre tout le temps donc, des systèmes qui seront différents, je n'en sortirai pas. Je veux avoir donc des liens de bout en bout sans rupture. Je ne veux pas me connecter, déconnecter, connecter, reconnecter. C'est ce que je viens de dire. Et ça, c'est malheureusement le problème donc, de Wi-Fi. J'ai besoin de garantir sans modification une bande passante qui soit suffisante pour faire passer donc un flux de vidéo et communication de plus en plus, on va dire, joufflu aujourd'hui dans les entreprises, hein, avec des systèmes tels que G Suite ou bien Office 365. On a vraiment besoin d'avoir une bande passante que je dois garantir. Si je l'ai de temps en temps et par hasard, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Il faut vraiment que ça soit permanent, ce qui n'est pas évident. Hein. J'ai besoin d'assurer donc des fonctions de chiffrement de bout en bout. Je vous l'ai dit déjà précédemment, hein, la session que nous avons en ce moment, elle est faite avec Zoom, je pourrais parfaitement chiffrer la communication de bout en bout entre vous et moi. Bon, là, ce n'est pas nécessaire, mais je peux le faire. Et je tiens à ce que ça soit permanent pour l'ensemble de mon infrastructure. Je veux pouvoir disposer de passerelles pour m'intégrer dans d'autres infrastructures lourdes. On a dit le filaire avec les fibres optiques, mais ça peut être autre chose. Hein. Donc, on a besoin de s'intégrer avec des passerelles, que ce ne soit pas trop compliqué non plus à installer. J'ai besoin d'avoir une offre qui soit suffisamment large pour ne pas payer des prix exorbitants. Donc, la concurrence va jouer, j'aurai donc besoin de ça. Il faudra que je m'appuie également sur des standards qui soient clairs et incontestables et que je n'ai pas à gérer une multitude de standards, ce qui va forcément devenir une usine à gaz. Et donc, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que les choses soient claires et que ça soit huilé et bien homogène. Vous voyez. J'ai besoin d'un roaming également, indispensable. Le roaming, c'est le passage donc d'un réseau à un autre. Alors, je le fais facilement aujourd'hui parce que ce sont les opérateurs qui me font ce travail quand je suis en cellulaire. Ce n'est pas le cas avec du Wi-Fi, c'est pas vrai. Donc, le roaming, il va falloir que je me le fasse moi-même, hein, manuellement. Donc, ça va pas. Il faudra, d'ailleurs, il y a une norme qui permet de basculer d'un réseau Wi-Fi à un réseau cellulaire sans rupture. Bizarrement, cette norme n'a jamais pris. Elle existe depuis maintenant à peu près 4 ou 5 ans, mais finalement, il n'y a pas eu vraiment le besoin et c'est quelque chose qui n'a pas pris. Moi, j'en ai besoin. Parce que si à un moment donné, je travaille sur le Wi-Fi, puis je me déplace, eh bien, je veux éventuellement être repris par un réseau cellulaire local et que ça se fasse sans rupture. Hein. Il ne faut pas que j'ai à intervenir dans ce processus. Il faut que la compatibilité des équipements, quels qu'ils soient, stations de base cellulaires, mais également donc, les routeurs et puis les terminaux, eh bien, la compatibilité soit assurée au-delà des frontières. Je commence à en avoir assez de voir des équipements où alors je peux m'en servir aux États-Unis, au Canada et en Europe, mais pas au Baloutchistan oriental, ce qui me gêne beaucoup, parce que j'aime beaucoup le Baloutchistan oriental. Bien. Donc ça ne me convient pas. J'ai besoin d'avoir des équipements, et donc des équipements de réseau, hein, mais qui soient donc compatibles, quels que soient les pays, ce qui n'est pas encore le cas donc aujourd'hui. J'ai besoin en interne, parce que j'ai des ressources humaines hein, derrière moi, eh bien j'ai besoin en interne de maîtriser les compétences et de ne pas avoir des équipes pléthoriques qui seraient pléthoriques du fait de la non-homogénéité du réseau. Vous voyez. Et puis, je ne veux pas non plus altérer la santé des usagers. Alors, on en parlera un petit peu, un sujet qu'on avait un petit peu évoqué déjà, mais c'est vrai que la comparaison peut être faite en termes de santé entre Wi-Fi et le cellulaire.
je vous l'ai déjà dit, hein, on est assez dubitatif aujourd'hui sur le cellulaire, mais Wi-Fi, alors on ne sait pas si c'est vraiment un fantasme ou la réalité, mais comme il utilise, ou il utilisait la fréquence à 2,4 GHz, celle-ci est assez mal perçue, considérée comme étant trop proche donc, des fréquences utilisées dans les micro-ondes, et donc pourrait être susceptible de provoquer des désordres moléculaires. Alors, en vérité, ce n'est pas prouvé du tout, hein, mais on peut au moins se poser la question. Donc voilà ce dont j'ai besoin. Alors maintenant, on me dit, ben voilà, ma première chose donc, que j'ai à ma disposition, c'est le Wi-Fi. Alors quels sont donc finalement les inconvénients ou supposés-elles donc du Wi-Fi? Et je parle ici de la version la plus récente, c'est-à-dire la version 6, qu'on appelle également 802.11ax hein, ou Wi-Fi 6. Bien. D'abord, la portée. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, c'est beaucoup trop léger. J'ai quelques dizaines de mètres. Et encore, je suis gentil. Hein. C'est assez compliqué de réaliser une installation de bout en bout sur de longues distances. Je dois mettre des passerelles, je dois mettre on va dire des backbones Wi-Fi à grande vitesse, par exemple du 802.11ax. Je vais vous montrer un exemple après. Et puis ailleurs, dans d'autres endroits, eh bien, des normes un petit peu plus faibles. Ce n'est pas évident. Hein, c'est pas évident, c'est relativement compliqué. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, eh bien, ce n'est pas parce que je fais du Wi-Fi qu'il n'y a pas de câblage. Au contraire, il y a un important câblage qui est lié à ça. Et le câblage se fait généralement derrière les routeurs avec donc, le protocole Ethernet. Heureusement, il y a des normes aujourd'hui Ethernet qui sont assez récentes et qui permettent de véhiculer derrière le routeur, entre les routeurs Wi-Fi, qui permet donc de véhiculer donc, le trafic. Mais bon, il faut quand même le faire. Architecture donc compliquée, obligation donc de passer. Alors on dit architecture compliquée avec des différents types de routeurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'est un reproche que l'on fait qui, à mon avis, n'est pas justifié parce que l'expérience montre qu'en général, que si j'utilise un routeur de telle marque et puis un autre routeur de telle autre marque, en général, ce n'est pas une explosion. En général, ça fonctionne à peu près correctement, même s'il ne faut pas tenter le diable. Ce qu'on leur demande, c'est de respecter les normes. Les normes, elles sont simples. 802.11n, 802.11ad, 802.11ax, 802.11 et maintenant, donc, la nouvelle avec le Wi-Fi 7. On leur demande de respecter. Ce qui fait que, bon, on va dire que passer l'architecture compliquée à cause de ça, on peut dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Obligation d'établir des passerelles pour passer d'un domaine Wi-Fi à l'autre, malheureusement c'est comme ça. Diversité des modes, alors vous savez aussi bien que moi, il y a du Wi-Fi qui est payant, il y en a d'autres qui est gratuit, il y en a d'autres qui est provisoire, alors ça c'est insupportable et c'est pour ça que vous ne pouvez pas garantir donc une connexion de bout en bout. D'un point de vue technique, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on est sur du Wi-Fi, eh bien on partage la bande passante. Et en fait, vous savez, il n'y a pas grande différence entre le comportement du réseau Wi-Fi et les premières versions d'Ethernet. On est dans les années 70, 75, 80, 90. C'est un partage qui se fait avec la technologie CSMA. C'est à peu près la même chose, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui faire du commuté avec du sans fil. On ne sait pas. On sait faire du commuté avec un câble, avec de l'Ethernet, mais avec du sans fil, ça, on ne sait pas le faire. Donc, voilà, partage donc de bande passante, ce qui peut être un peu gênant. Et donc, si on est 450 autour d'un même routeur, évidemment, on n'aura pas nécessairement le service que l'on attend. Performances qui sont limitées, je ne suis pas tout à fait d'accord là aussi, parce que, on va dire, Wi-Fi 6, aujourd'hui, c'est du 10 gigabits par seconde à peu près. Donc, c'est pratiquement la vitesse d'une fibre optique, hein, fibre optique multimode. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Hein. Et puis, je vous dis, Wi-Fi 7, ça va être du 30 gigabits par seconde. La sécurité, très contestée. Alors, que n'a-t-on pas dit sur Wi-Fi et le manque de sécurité? Que n'a-t-on pas dit? Mais écoutez, si on commençait par faire ce qu'il faut pour ne pas diffuser, avec un routeur Wi-Fi, eh bien, il va émettre. Ce n'est pas la peine d'aller émettre sur toute la rue. Vous voyez, on peut le faire d'une manière limitée. On n'est pas obligé de diffuser ce qu'on appelle le SSID, c'est-à-dire l'identifiant du réseau. On n'est pas obligé de le diffuser à tout le monde. Il y a des gens qui seront très intéressés par ça. On peut le cacher, on peut utiliser des techniques de chiffrement. Je pense que si on faisait
le nécessaire minimum pour protéger les installations Wi-Fi, je pense qu'on aurait beaucoup moins d'ennuis que ceux que l'on évoque. Alors, moi, je dis que faisons au moins ça, parce que je ne suis pas certain que les réseaux cellulaires vont m'apporter beaucoup mieux avec ça. Les protocoles, on verra après, les protocoles sur le cellulaire ne sont pas non plus ce qui est le plus robuste. Alors, sensible aux perturbations, ça c'est vrai, ça c'est un gros inconvénient, puisqu'il suffit d'avoir un simple micro-ondes à proximité pour le brouiller. Je vous dis, il peut y avoir proximité des fréquences, hein, 2,375 GHz pour les micro-ondes et 2,4 GHz pour les versions un peu anciennes, on va dire, donc de Wi-Fi. C'est assez sensible aux perturbations. Bon. Difficulté à franchir des obstacles. C'est vrai également, si vous avez des obstacles en béton avec des armatures métalliques, ça c'est quand même ennuyeux, ça va réduire la capacité de communication. Ça nécessite des compétences spécifiques, je ne crois pas. C'est relativement simple, hein. Bon, il y a un certain nombre de choses quand même qu'il faut savoir, c'est relativement simple, je ne suis pas convaincu que ça nécessite des compétences spécifiques. Et enfin, inquiétude sanitaire sur les ondes, sur la fréquence de 2,4 GHz. Alors, je vous ai mis en bas ici un dessin qu'on a déjà évoqué d'ailleurs avec d'autres sujets, qui vous positionne donc l'usage donc du Wi-Fi, on va dire autour de 2,4 GHz jusqu'à 6 GHz bientôt avec le Wi-Fi 7, et puis les ondes dites ionisantes, donc qui sont extrêmement dangereuses, qui sont en fait les rayons X et les rayons gamma. D'abord, on est sur des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus faibles, donc sur des fréquences qui sont infiniment plus élevées. Il n'y a pas de proximité entre les deux, hein. Il faut quand même. Alors, c'est vrai que demain, si les cellulaires vont sur le terahertz, on commence à se rapprocher un peu, mais on en est encore quand même très loin. Donc, inquiétude sur les ondes, on va dire 2,4 GHz, en dehors du fantasme du micro-ondes, je ne suis pas certain que ça soit tout à fait vrai. Alors, quelques mots quand même sur ce fameux, sur la version actuelle donc, de Wi-Fi, hein, qui est le Wi-Fi 6, qui vient, vous savez que Wi-Fi a été créé, c'était en 1997, le premier réseau comme ça, c'était le réseau, donc la norme 802.11, hein, qui ensuite a fait beaucoup de petits. Hein. Alors, la version donc Wi-Fi 6 actuelle remplace, on va dire dans les faits, une version précédente qui était le 802.11 AC. Vous avez ici un petit tableau qui vous compare un petit peu les deux. Ce que l'on peut dire, c'est que le 802.11 AX est typiquement, on va dire, la technologie qui est lancée vers le gigabit par seconde et au-delà. Alors, le 802.11 AC, comme je l'indique ici, avec les technologies telles que MIMO, vous savez que le principe d'attribution d'une bande de fréquence à un équipement, eh bien, on va lui attribuer donc des bandes de fréquences qui peuvent être ajoutées les unes aux autres, de manière à augmenter, on va dire, la bande passante. Les précédentes technologies, il fallait que les bandes de fréquences élémentaires soient conjointes. Maintenant, c'est différent. Maintenant, on peut aller prendre des morceaux, un peu comme les réseaux cellulaires d'ailleurs, hein, on peut aller prendre des morceaux dans d'autres bandes de fréquences, et c'est particulièrement vrai avec le nouveau Wi-Fi 7, puisque lui, on va avoir du 320 MHz de largeur de bande attribué donc à une station à un routeur, mais cette bande de fréquence sera équipée avec des morceaux qui seront pris entre 2 et 3 GHz et puis éventuellement autour de 6 GHz. Donc c'est assez différent et c'est une technologie qui est déjà employée donc, par les réseaux cellulaires. Alors, bon, sachez, donc, ça c'est quelque chose que l'on connaît, donc je ne vais pas insister. Sachez donc qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Wi-Fi, on ne parle plus de 802.11 AX, mais de Wi-Fi 6, de 802.11 AC et de Wi-Fi 5, et puis de 802.11N, qui est une technologie qui a été très utilisée, donc, qui est donc le Wi-Fi 4. Bon. Alors, je vous ai dit que Wi-Fi, on l'accuse un peu de nous entraîner dans des architectures compliquées d'installation. Bon, c'est un métier, hein, c'est un métier. Et je vais vous dire, c'est un métier d'électricien. C'est même pas un métier d'informaticien, ça. C'est un métier d'électricien ou d'ingénieur du son. Des gens qui se posent comme contrainte, eh bien, de donner une bande passante et une porteuse à un utilisateur dans un espace donné. Ah, c'est ça.
il n'y a rien d'informatique là-dedans. Alors, je vous ai mis ici, sur ce schéma, vous avez quelques exemples. Par exemple, on peut avoir une salle de réunion en haut avec 100 personnes. 100 personnes, ça commence à être relativement important. J'utiliserai des routeurs 802.11ax. Voilà. Si j'ai des petites salles avec une dizaine de personnes, bon, après tout, au diable de l'avarice, je vais utiliser éventuellement aussi donc, du 802.11ax. Mais si je suis, mettons, dans mon entreprise, comme c'est montré ici à droite, je peux avoir un local technique, je peux avoir des bureaux qui, eux, peuvent être connectés par un ou deux routeurs qui peuvent être des 802.11n, donc qui sont d'une vitesse quand même plus faible, mais comme on n'est pas trop nombreux dans les bureaux, ça peut être suffisant. Et puis, je peux assurer un backbone dans les couloirs avec des routeurs qui seront des routeurs 802.11ac, hein, et donc éventuellement ensuite me connecter à des routeurs 802.11ax. Tout ça, c'est on va dire, c'est un métier d'électricien. Il faut passer des câbles. Derrière tous ces routeurs, il y a des câbles. Même si moi, je me connecte à mon routeur Wi-Fi sans fil, lui, les routeurs Wi-Fi sont connectés avec des câbles. Bon, voilà typiquement donc le genre de choses, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de rédhibitoire, et il ne faut pas dire que c'est un obstacle face à des solutions cellulaires. Ça me paraît être une erreur. Alors, on a beaucoup reproché, donc je vous l'ai mis également pour être complet, hein, on a beaucoup reproché donc à Wi-Fi de manquer donc de sécurité. Je l'ai dit tout à l'heure que je pense que si on faisait déjà le minimum pour que mon installation soit sécurisée, et en plus, il y a aujourd'hui le WPA3 qui maintenant commence à entrer dans les mœurs, hein, avec des routeurs donc, qui sont conformes à ce standard. Alors, avec un certain nombre d'avantages qui sont indiqués ici, hein, le WPA3 qui pallie à l'insuffisance de certains mots de passe donc de connexion et à la naïveté aussi de certains utilisateurs. Les informations qui sont échangées en mode WP3, elles sont systématiquement chiffrées avec des clés de 128 bits. Donc ça ajoute à la sécurité. Ça apporte, WP3 amène une suite de sécurité donc dite de 192 bits qui est demandée par les agences américaines conformément donc à des besoins spécifiques, mais ça c'est très américain, exprimé par un organisme qui est donc le CNSA. Et puis aujourd'hui, il y a de plus en plus d'équipements qui sont connectés à du Wi-Fi, mais qui n'ont pas d'écran, de plus en plus. Et donc, pour pouvoir établir des paramètres de session, et assurer donc l'authentification et la sécurité, WPA3 est donc la solution. Et donc, je pense que quand on parlera donc du manque de sécurité, il faudra avoir en tête donc que WPA3 résout quand même un certain nombre de problèmes. Et là, on peut dire que la mauvaise réputation qui lui est faite, à mon sens, n'est pas méritée. Donc, on va voir arriver bientôt, en 2024, en général c'est un peu avant, hein, un Wi-Fi 7 déjà. Alors ça va s'appeler donc, c'est le 802.11BEEHT pour débit extrêmement élevé. Et c'est vrai, parce que quand on regarde bien les dernières versions, on va dire, de Wi-Fi, Wi-Fi 6, c'était quoi? C'était surtout la capacité, beaucoup de monde dans un même endroit, et le temps de latence, c'est-à-dire le temps de connexion. Mais ça n'empêche que les besoins sont tellement énormes maintenant qu'il va y avoir des problèmes d'embouteillage, de congestion, comme disent nos amis québécois. Or, Wi-Fi 7, c'est le débit. Ce qui compte là, c'est vraiment le débit. Tenez-vous bien, de 30 gigabits par seconde. C'est quand même colossal. N'oubliez pas que les premières versions qui ne datent pas du Moyen-Âge, on était sur quelques mégabits par seconde. Donc, on a fait des progrès absolument donc, considérables. On a donc beaucoup plus donc, de débit, hein, et déjà, comme quoi les Américains, cette fois-ci, sont quand même très en avance, eh bien, la FCC a déjà réservé un bloc de fréquence qui va être attribué entre 5,9 et 7,1 GHz à cet usage donc, de Wi-Fi 7. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que font plutôt les autres utilisateurs qui sont déjà installés sur cette bande de fréquence? C'est quand même un petit peu gênant, parce que n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, jusqu'à 5 GHz, on était tenu par des contraintes réglementaires. Au-delà de 5 GHz, on faisait un peu ce que l'on voulait.
à part quelques bandes de fréquences qui étaient réservées. Mais aujourd'hui, on a, en particulier par les militaires, hein. Et donc aujourd'hui, on a donc un usage, mais qui va peut-être poser donc un problème de coexistence avec donc des usagers déjà installés. On aura 2 fois plus de bandes passantes, 320 MHz, 160 avec Wi-Fi 6, hein, et donc agrégation par des blocs non contigus par une technique que l'on appelle le multi-RU. On pourra également avoir 16 antennes au lieu de 12. Hein, donc, amélioration l'amélioration du protocole de modulation de fréquence qui permet ça, qui s'appelle OFDMA. Hein, donc 16 antennes au lieu de 12, avec un mécanisme, vous savez, un mécanisme de multi-antenne à l'émission, multi-antenne à la réception. Et tout ça, finalement, ça se met à ressembler furieusement au réseau cellulaire, parce que c'est un peu ce que font les réseaux cellulaires. Possibilité, par contre, ça c'est très nouveau, possibilité d'utiliser simultanément la même fréquence en duplex, donc en émission et en réception, avec une technique nouvelle qui s'appelle IPFT. Et, d'après ce qu'on nous a dit, on ne l'a pas encore, hein, on nous a dit bien que tous ces équipements qui seraient compatibles Wi-Fi 7 seraient compatibles avec les versions précédentes. Ce qui est une bonne chose, qui était déjà d'ailleurs assuré avec Wi-Fi 6 et les précédentes. Voilà. Donc Wi-Fi 7 qui va répondre quand même à des besoins donc de performance importants. Alors, comment va se passer? Qu'est-ce que je dois faire donc maintenant? Alors me voilà devant ma question que je posais tout à l'heure. Comment j'installe mon usine, mon campus, mon université? Comment je fais? Question. Il y aura des backbones. C'est ce que montre ce schéma. Des backbones, donc, qui sont des backbones de fibre optique, ça c'est certain. Mais autour, les points d'accès de la DSL, certainement pas. Du câble, certainement pas, c'est fini. Wi-Fi ou des antennes cellulaires? C'est ça la question. Est-ce que je mets... Alors, il y aura du Wi-Fi, il y en aura toujours, parce que de toute façon, ils sont déjà installés. Donc, on ne va pas les mettre à la poubelle du jour au lendemain. Donc, progressivement, ils pourraient être remplacés par des antennes cellulaires. Mais disons que la question se pose, en tout cas, l'un ou l'autre, pour les nouvelles installations. Donc, c'est ça qui va se passer. Et ça se pose au niveau d'un campus. Et on estime que, là, cette fois-ci, on parle de distances qui peuvent faire 50, même 100 km. Vous voyez bien que là, Wi-Fi, il y a quand même quelques soucis donc, pour répondre. Alors voilà, donc, je vais installer, donc, ce que je voudrais, ce serait donc utiliser des réseaux cellulaires. Regardez ce truc-là. Ça, c'est l'attribution des fréquences au Canada. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais entre vous voyez, le VLF, le LF, moyenne fréquence, haute fréquence, le très haute fréquence, ultra haute fréquence, etc. Vous avez des blocs qui sont attribués. Alors, c'est les pêcheurs de thon au Labrador, c'est un truc monstrueusement compliqué. Parce que c'est vrai que la taille du spectre est quand même très importante. Et puis, les besoins sont considérables. Si maintenant vous ajoutez à ça les objets, les capteurs, qui vont être, rappelez-vous, à peu près 100 milliards sur la planète dans quelques années, eux aussi vont vouloir communiquer. Et ils ne communiqueront pas nécessairement avec leur propre réseau. Vous savez, les LP1 qui sont des réseaux donc, sans fil, mais faiblement consommateurs. On aura besoin donc de fréquences. Donc, vous voyez, c'est quand même pas simple. Simplement pour montrer un petit peu le problème qui est donc posé. Alors, la dangerosité potentielle. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais je reviens là-dessus parce que souvent, les ressources humaines dans les entreprises, si on leur dit, on installe des antennes sur toute l'infrastructure, on dit, attention, c'est très mauvais pour la santé. Il faut être capable de répondre. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi donc, ce qu'on avait déjà dit sur ce sujet, je rappelle qu'en matière donc, de dangerosité potentielle donc, des réseaux sans fil, c'est le flou le plus total actuellement, hein, et qu'il faut faire la distinction entre la dangerosité des antennes et celle des téléphones, des terminaux, hein, qu'on n'a aucune idée sur les effets possibles à long terme, mais je rappelle quand même une formule donc qui est la formule d'Einstein, W égale HC sur lambda, H la constante de Planck, et puis C c'est la vitesse de la lumière, et lambda c'est la longueur d'onde. Bon, alors c'est la même chose que H, F étant la fréquence.
Ça veut dire quoi? Plus la fréquence est élevée, plus on émet. Plus l'énergie électromagnétique est importante. Plus la longueur d'onde est basse, plus évidemment l'énergie électromagnétique est basse. Et c'est pour ça que le dessin du bas que je reprends ici, eh bien, vous montre bien que quand on va vers les rayons X ou les rayons gamma, la fréquence augmente d'une façon considérable. On est sur des hexahertz et des zétahertz. C'est des milliards de hertz, des milliers de milliards de hertz. Et donc des longueurs d'onde qui sont extrêmement faibles. Donc, voilà, pour l'instant, on n'est pas vraiment, à mon sens, concerné par ça, parce que je crois qu'on est encore relativement loin. Hein. Alors, mais il y a un risque quand même. Il y a un risque quand même. Et à mon sens, le risque que nous prenons, c'est celui du cumul des longueurs d'onde. Le cumul, donc, des rayonnements électromagnétiques. Ça, on l'avait déjà dit. Et d'ailleurs, on estime aujourd'hui, et l'OMS dit la même chose, qu'être exposé pendant 24 heures à une antenne de 1 voltmètre, qui est une petite antenne, hein, eh bien, ça provoque les mêmes inconvénients que le fait de téléphoner avec un mobile pendant 30 secondes. Vous voyez. Donc, d'ailleurs, l'OMS qui a déjà dit qu'il y avait un problème donc, on va dire de santé grave, hein, la vision est peut-être un peu exagérée. Ça aussi, je ne reviens pas trop là-dessus parce que j'en avais déjà parlé. Hein. Je pense que la précaution qu'il faut prendre, mais c'est vrai, pas tellement pour le Wi-Fi, hein, mais qui est vrai pour le cellulaire, c'est qu'il ne faut pas exposer les enfants. Parce qu'encore une fois, les enfants ont des tissus qui sont relativement perméables, qui sont plus mous que les adultes. Et on caractérise la dangerosité finalement de ces rayonnements sans fil par ce qu'on appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique, hein, qui mesure l'énergie absorbée donc, par l'usager. C'est ramené en watts par kilogramme de tissu. Et donc, voilà, c'est entre 1 et 2 watts par kilogramme maximum selon les pays, ce qui, de mon point de vue, est beaucoup trop. Ça ne devrait pas dépasser 0,1. Mais bon, c'est comme ça, on a peut-être un petit peu de retard du point de vue de la législation. Par contre, pour les antennes, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce que ce n'est pas elles qui sont vraiment dangereuses. Alors maintenant, le Wi-Fi, il a mauvaise réputation. Moi, je vous dis que ce n'est pas mérité. De la même manière que pour la sécurité, je trouve que la dangerosité du point de vue sanitaire du Wi-Fi ne me paraît pas avérée. Dans la pratique, eh bien, le Wi-Fi émet jusqu'à 6 fois moins qu'un téléphone. Mais encore une fois, comme il utilise la fameuse fréquence de 2,4 GHz, qui donne les meilleurs résultats en matière d'agitation moléculaire dans cette bande-là, donc on se pose des questions. Mais comme je le disais tout à l'heure, fantasme ou réalité? Bon, tout ça, c'est un petit peu inquiétant. Moi, ce qui me paraît un petit peu, on va dire, plus problématique, c'est le cumul de ces ondes. Et là, par contre, on manque un tout petit peu de repères et peut-être allons nous réveiller dans quelques années un petit peu gênés hein, devant les situations devant lesquelles on va se trouver. Alors, je reviens donc maintenant au fameux partage. Mais d'abord, il faut, comme je l'ai dit, comme pour Wi-Fi 7, eh bien, il va donc y avoir une 6e génération. Alors, je l'avais donc présenté, hein, je vous rappelle rapidement que ça sera facile de migrer d'une installation 5 à 6G plutôt que de venir de Wi-Fi avec une version donc privée. On pourrait très bien faire coexister de la 5G, des services 5G avec une installation locale 6G partagée. Hein. La vitesse, ça sera de l'ordre du terabit par seconde, pas mal, hein, avec une vitesse courante qui sera distribuée à l'usager entre 1 et 10 gigabits par seconde. Hein, quand on sait qu'une image de télévision en haute définition nécessite une bande passante de 4 MHz, ça vous permet de faire passer un grand paquet d'images de télévision sur une seule communication. Du point de vue de la couverture, alors ce réseau aura une couverture spatiale de très très grande envergure et donc l'énergie véhiculée, ou plutôt l'efficacité spectrale. Cette fois-ci, on va l'exprimer non plus en bits par hertz et par seconde, mais en bits par hertz, par seconde, par mètre cube et en joules, par joule. Alors, on ne sera plus dans une efficacité spectrale simplement liée donc aux fréquences, mais dans une efficacité qui sera liée également au volume couvert par les fréquences et l'énergie consommée. Bon, vous voyez, donc, on change un tout petit peu d'univers. Les fréquences d'usage de la 6G, ça sera entre 1 et 3 THz, hein, à peu près. Le temps de connexion, ce sera de 1 milliseconde, donc excellent, excellent.
Il y aura des versions dégradées, de même qu'il y a déjà des versions dégradées de la 5G, hein, pour les IoT, donc pour les capteurs. Le délai de transit de roaming pour passer d'un réseau à un autre physique, ça sera entre 10 et 100 microsecondes. Il sera compatible également avec la vitesse de déplacement. Si vous téléphonez, vous êtes dans l'hyperloop de notre ami Elon Musk, eh bien, qui va aller très vite, hein, vous téléphonez en utilisant donc la 6G, il est capable d'absorber jusqu'à 1000 km/h. Encore une fois, c'est une vitesse théorique, mais par rapport à ce qu'on a actuellement, donc c'est quand même excellent. Il sera très fiable, on n'envisage pas plus de 1 erreur par milliard donc, de bits transmis. Il va intégrer des modes de communication non radio, en particulier le mode holographique, non pas le faux holographisme qui a été montré par un homme politique français, mais la véritable holographie, et puis la technologie dite d'utilisation de la lumière, qu'on appelle le VLC, donc il en fait partie. Il y aura un réseau de satellites qui va couvrir toute la planète, qui ne s'appuiera pas par contre sur une infrastructure lourde de stations au sol, beaucoup moins, on va dire, moins encombrant que les versions précédentes. Alors, par contre, il y aura une gestion des ressources satellitaires et des usagers qui fera beaucoup appel à l'intelligence artificielle. Et donc, le 6G, si vous voulez, ça sera un gigantesque réseau donc, de satellites qui vont devenir intelligents. Et puis donc, prise en compte progressive, mais sans trop se faire d'illusions quand même, à mon avis, des techniques de rechargement, ce qu'on appelle le harvesting, hein, issues donc qui viennent des sources énergétiques de l'entourage. J'ai une connexion cellulaire, eh bien, je vais pouvoir utiliser une énergie qui est déjà là. Donc je vais l'utiliser. C'est le harvesting et il y a différentes manières de le faire. Cela dit, ce n'est pas encore très, on va dire, très mature. Il faudra quand même être un tout petit peu prudent sur ce sujet. Mais cette 6G, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Avec un téléphone ou une tablette, c'est complètement ahurissant. Donc, on se dit, bah, après tout, je peux peut-être faire du 6G, donc privé, et c'est à ça que je vous amène maintenant. Après avoir dit quand même un mot sur les fameuses donc, ondes millimétriques qui sont au-delà de 30 GHz, de 30 à 600 GHz, hein. Bon, vous retrouverez donc ici les ondes millimétriques, ce sont donc des ondes que l'on commence à utiliser maintenant, hein, mais on leur reproche de commencer à se rapprocher d'ondes qui sont un petit peu trop dangereuses. Ça permet d'avoir donc des spectres plus larges. Les interférences avec l'environnement sont relativement faibles, donc ce n'est pas très gênant. La taille des antennes, elle diminue avec la montée en fréquence, pas une mauvaise chose. Quelques inconvénients, donc plus la fréquence est élevée, plus c'est difficile de pénétrer dans les immeubles de grande taille. Rappelez-vous que sur tous les réseaux cellulaires, la chasse aux fréquences faibles, en dessous de 1 GHz, elle est ouverte et que ça coûte une fortune de disposer d'une fréquence de 700, 800 ou 900 MHz. On en a maintenant grâce à l'arrêt de la télévision traditionnelle et puis les anciennes versions de réseaux cellulaires. Hein. Bon, en Amérique, le CDMA et en Europe, donc on va dire la 2e génération ou la 3e génération. Mais bon, disons que plus la fréquence est faible, plus vous pénétrez donc dans les immeubles. Ou alors vous devez installer dans les immeubles des cellules, des choses qui sont relativement compliquées, en tout cas qui vont compliquer l'ensemble de l'infrastructure. L'inconvénient, on va dire, de ces ondes millimétriques, ce qui est donc le cas donc, de la 6G, c'est la sensibilité donc, à l'environnement donc, physique. Les feuillages des arbres, les gaz de l'atmosphère, tout ça, ils n'aiment pas du tout. Hein. Il faut que ça ne bouge pas. Bon, ça, malheureusement, on ne peut pas donc jouer là-dessus. Alors, le domaine terahertz, celui donc, qui va s'étendre au-delà encore, hein, de 100 GHz, de 300 GHz à 30 terahertz, et donc avec des ondes qui sont de 0,01 à 3 mm, ce qu'on appelait autrefois d'ailleurs l'infrarouge lointain, hein, des ondes submillimétriques, très fort pouvoir pénétrant, à travers certains matériaux donc, non conducteurs qui ne contiennent pas d'eau. Attention, ce n'est pas pour autant qu'on va pénétrer dans les immeubles, c'est ce que je viens de dire. Mais par contre, il y a un fort pouvoir pénétrant sur certains matériaux non conducteurs dans lesquels il n'y a pas d'eau. Les vêtements, le papier, du bois, du plastique, des cartons. Il est peu énergétique et non ionisant,
Parce que vous vous rappelez que la différence que l'on fait entre des réseaux ionisants, ce sont ceux qui modifient la structure des atomes en arrachant donc des électrons. Par contre, une onde électromagnétique non ionisante, elle n'arrache rien du tout. Or, les ondes millimétriques, 6G par exemple, ne sont pas ionisantes. Donc, a priori, peu énergétique, donc serait a priori peu nocive. Hein. Et la fédération et la FCC américaine a donc ouvert les premières bandes autour donc, du terahertz. Encore une fois, sont très en avance à des fins de test avec des licences qui vont durer donc 10 ans. Mais comme d'habitude, on n'est pas capable de se mettre d'accord et personne n'applique les mêmes règles. Alors maintenant, je me dis, c'est très bien. Je vois, j'ai mon Wi-Fi, et puis j'ai mes réseaux donc, cellulaires 6G. Je voudrais avoir un réseau cellulaire rien que pour moi. Ça, c'est le principe du partage. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Alors, je vous l'ai dit, pénurie des fréquences. On voudrait pouvoir réutiliser des fréquences qui éventuellement ne seraient pas très utilisées. Alors, pourquoi gâcher, hein? Et en plus, on a fait des progrès considérables depuis quelques années sur la technologie de monitoring de ce partage. Avant, on ne savait pas bien le faire. Maintenant, on a fait des progrès, hein, et donc on peut partager sur une même bande sans provoquer des phénomènes d'interférence secondaires entre les usagers. Ça s'est fait dans les 5 ans qui viennent de se passer. Alors, il y a un organisme, et je pense qu'il est quand même très significatif de regarder quelle est sa position, c'est ce qu'on appelle le GSMA. GSMA, c'est une organisation donc, qui regroupe 750 opérateurs dans 220 pays, autrement dit tout le monde, hein, et 400 professionnels de la mobilité. Et eux sont à fond là-dedans, hein, et ils considèrent que c'est absolument indispensable pour les services mobiles. Ça ne remet pas en cause, de leur point de vue, l'usage de fréquences attribuées une fois pour toutes et non partagées. Ils disent que le partage, comme je vais vous le montrer maintenant, n'a d'intérêt que si les fréquences partagées correspondent véritablement à un usage donc, du mobile. Il faut aussi qu'elles soient en quantité suffisante et dans des zones où elles sont nécessaires. Bon. Ils disent également que les opérateurs doivent privilégier une mise en œuvre de partage simple, hein, pour encourager donc des investissements. Il faut motiver, pardonnez-moi, c'est les inconvénients du direct. Il faut donc motiver les opérateurs pour qu'ils puissent proposer ce type de service, et le partage doit être compatible avec la 4G, 5G et donc la 6G. Et il faut que les régulateurs de tous les pays jouent le jeu. Voilà, donc on va partager. Alors, partager, si on regarde bien les réseaux cellulaires privés, car c'est ça, un réseau cellulaire partagé, au fond, c'est une technique donc, qui existait déjà auparavant. Hein. On appelait ça donc le PMR. Le PMR, c'est un Private Radio Mobile, donc, qui est un réseau, donc, on va dire, radio, mais privé, dans un espace privé. On peut penser qu'il pourrait remplacer le Wi-Fi ou éventuellement donc, être complémentaire. Il y a pas mal aujourd'hui d'opérateurs, je vais vous donner quelques exemples, qui veulent utiliser donc, des réseaux cellulaires privés à la place du Wi-Fi dans le dernier kilomètre. Où vous arrivez avec une fibre optique, vous avez une prise optique, et de là, vous allez chez les clients, les utilisateurs. Et bien, plutôt que de mettre une connexion ADSL, câble, ou bien un Wi-Fi, eh bien, vous mettez une connexion cellulaire, ce qui est très utilisé. Alors, on l'a dit, hein, très adapté donc, à la topologie d'un campus. Hein. La portée d'une antenne 4G, même pas 5G, elle est 3 à 4 fois supérieure à celle d'un routeur donc, Wi-Fi. L'efficacité spectrale, donc on va de 0,5 à 5 bits par hertz et par seconde. Je rappelle que l'efficacité spectrale, en fait, c'est un peu l'autoroute. Hein. C'est la largeur de l'autoroute. 0,5, c'est plus petit que 5, c'est 10 fois plus petit. Alors 0,5, c'est Wi-Fi, 5, c'est donc la 4G ou la 5G maintenant. La qualité de service, elle est paramétrable selon les besoins. Ce qui est un gros inconvénient du côté du Wi-Fi, c'est que pour faire passer plusieurs types de services, de l'image, du son, du téléphone, et puis des données, il faut travailler sur la qualité de service, puisqu'il faut prioriser les services. Eh bien, comme on ne le fait pas bien sur du Wi-Fi, ça explique pourquoi la VO Wi-Fi, c'est-à-dire le passage du téléphone, le protocole de passage du téléphone sur le Wi-Fi, n'a jamais eu de succès. Et pourtant, vous pouvez le faire. Mais il y a un vrai problème, donc, on va dire, de qualité de service.
Alors, le 4G ou LTE, c'est la même chose, privé ou 5G, exploite n'importe quelle fréquence, y compris déjà affectée. Donc, alors, aux États-Unis, CBRS, ça va tourner donc autour du 3,5 GHz et 5 GHz avec les technologies d'un autre fabricant, enfin, un autre prestataire qui s'appelle donc Multifire. Bien. Quelques inconvénients quand même. Les coûts d'installation, mais ça j'y reviendrai, puis une administration, heureusement, elle est prise en charge en principe, qui est beaucoup plus complexe. Alors, moi, il me semble, mon verdict que je donnerai aujourd'hui, c'est que je crois que les cellulaires ne vont pas remplacer le Wi-Fi, mais qu'ils viendront en complément, ne serait-ce qu'à cause du fait qu'il y a déjà des installations aujourd'hui dans les entreprises et que vous ne pouvez pas les gommer donc, du jour au lendemain. Et donc, ça se fera donc progressivement. Et ici, je vous ai mis sur ce schéma un certain nombre d'avantages du cellulaire par rapport donc, au réseau Wi-Fi. Alors, je reviens donc à CBRS. CBRS, sur le principe, me paraît vraiment très intéressant. Le FCC, donc, qui est le régulateur donc, américain, propose maintenant donc, 150 MHz entre 3,55 et 3,70 GHz pour 3 types d'usagers, propose donc des fréquences qui seront partagées. Je suis l'opérateur, je suis déjà présent sur cette fréquence-là, eh bien, je partage ma fréquence à des utilisateurs qui sont locaux. Alors, dans le système CBRS, il y a 3 natures d'utilisateurs. Vous avez les mieux servis, hein, ce qu'on appelle les incumbents, donc, qui sont déjà présents sur cette bande de fréquence. Alors, ils sont déjà là. Alors, eux, ce qu'ils demandent, c'est que ça continue à fonctionner comme avant, qu'il n'y ait pas de rupture, donc de rupture de service. Et donc, la technologie CBRS prévoit donc pas de prioriser, mais de favoriser donc, le travail de ces privilégiés, et c'est entre autres donc des militaires. En dessous, vous avez ce qu'on appelle le PA, c'est-à-dire accès prioritaire, qui se positionne sur la partie basse de la bande, sur les 100 MHz qui vont de 3,55 à 3,65 GHz. Et donc, la technologie CBRS ne prévoit pas plus de 7 licences, hein, pas plus donc de 7 licences par entité territoriale, ce qu'ils appellent donc des census. Census, et donc c'est un îlot de population qui regroupe en gros entre 1200 et 8000 personnes. Et donc ce sont des utilisateurs qui peuvent être aussi des opérateurs, hein, des fournisseurs d'accès, qui partagent des fréquences avec le niveau le plus élevé. Et puis en dessous, vous avez, on va dire, de façon un peu le vulgum pécus, pardonnez-moi, hein, donc des utilisateurs de base, donc des gens qui vont pouvoir utiliser ces fréquences lorsqu'elles seront disponibles. Et on voit sur le schéma qui est ici en bas, on voit bien donc le positionnement donc des incumbents, donc on va dire les privilégiés, le niveau PA en dessous, comment il se positionne du point de vue fréquence, et puis le niveau le plus bas. Et tout ce petit monde se partage les fréquences. Mais, et c'est là où ça se complique, c'est que c'est pas facile à faire, ça. C'est pas facile à faire parce qu'il faut que ça marche tout le temps. On ne peut pas se dire, oh ben non, aujourd'hui, il y a les militaires qui travaillent, donc ben, vous partez en vacances. Ça, on peut difficilement le dire. Alors, dans le système CBRS, il y a un mécanisme qu'on appelle le SAS, donc Spectrum Access System, qui est un service qui était implémenté dans le cloud de la FCC, hein, donc dans son propre cloud à lui, qui s'assure que les fréquences sont disponibles si les niveaux élevés le demandent, les plus élevés, incumbent, et à un degré moindre, les PAL. Et donc, ils peuvent en avoir besoin donc à tout moment et à quelque endroit que ce soit. Et donc, ce système SAS fait en sorte qu'il y ait toujours 80 MHz de disponible pour le niveau donc, demandeur, hein, élevé, et veille à ce que les fréquences non utilisées par les niveaux élevés soient réutilisables dynamiquement. En fait, c'est un gros distributeur, ce système SAS. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, il y a telles fréquences qui sont disponibles, lui, il en veut, je lui attribue. Maintenant, il y a le niveau privilégié qui en demande, je lui enlève, je lui en donne une autre, et je fais en sorte que ça ne se voit pas. Vous voyez, hein. Alors, au cœur de tout ça, parce que SAS, c'est une technologie quand même assez compliquée donc, à mettre en œuvre, au cœur de tout ça, vous avez un mécanisme, un sous-système qui s'appelle ESC, qui sont des capteurs qui sont positionnés dans les sites privilégiés.
hein, et qui constate les besoins instantanés de ces usagers privilégiés pour adapter la politique CBRS en conséquence. Alors, vous voyez, évidemment, c'est compliqué. Et on n'est plus dans du Wi-Fi, donc il faut vraiment le justifier. Ça peut se comprendre hein, au niveau d'un campus industriel, mais il faut savoir quand même à quoi donc on va se heurter. Alors, si un capteur, par exemple, détecte une communication fédérale privilégiée, il active une zone de protection et il dit au SAS qu'il doit déplacer dynamiquement les usagers sur d'autres fréquences. Ce qu'on a pu voir déjà maintenant sur les premiers exemples, hein, c'est que la garantie de service n'est pas évidente. Hein. Je pense que c'est une technique qui est elle est encore un peu en devenir et je crois qu'il est intéressant de savoir qu'elle existe, savoir déjà d'une part, alors, ici vous avez sur la gauche donc le schéma, comment ça fonctionne. Hein. Elle est quand même encore un peu en devenir hein, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va maturer donc avec le temps. Partant de là, si je compare, si je fais une comparaison entre mon Wi-Fi et mon cellulaire privé, alors je me suis positionné 4G, 5G à droite, sur le Wi-Fi 6 ici à gauche, là vous avez une comparaison avec les gagnants, avec vous voyez, la disponibilité, vous voyez, connexion sur routeur privé, donc installation personnalisée, enfin tout est indiqué ici. Hein. La 4G, bien sûr, la disponibilité dépend des opérateurs, hein, il y a encore des zones blanches aujourd'hui. L'installation Wi-Fi, elle est locale avec une personnalisation qui est relativement simple. Avec la 4G, c'est un matériel qui est lourd, des antennes, ça nécessite quand même une compétence spécifique. Le partage, oui, mais le partage, c'est un protocole CSMA, donc il n'est pas exempt de reproches. Partage également, donc au niveau de la station de base pour les réseaux cellulaires. Voilà la comparaison entre les vitesses de 10 à 10 gigabits, mais aussi 30 gigabits, voire beaucoup plus avec, à mon avis, pas loin des 100 gigabits, donc bientôt. Le temps de connexion, 100 millisecondes, et on descend à 1 milliseconde pour la 6G. La qualité de service, très rudimentaire avec le Wi-Fi. Elle est assez souple et diversifiée avec des protocoles dédiés sur les réseaux cellulaires. L'adaptation du terminal, il y a un logiciel dans votre terminal, dans votre smartphone et dans le routeur. Là, par contre, pour les réseaux cellulaires, il faut un logiciel opérateur et il faut une carte SIM, bien sûr, sur le terminal. La sécurité, on en a dit qu'elle était faible, réputée faible sur le Wi-Fi, et elle est moyenne, on va dire, sur la 5G, 6G, parce que les protocoles ne sont pas non plus exempts de tout reproche. Le roaming, on n'en fait pas avec le Wi-Fi, on en fait, y compris intergénération avec le cellulaire. La distance de connexion, on a dit qu'elle était de quelques dizaines de mètres et de plusieurs kilomètres avec les réseaux cellulaires. L'impact sur la santé, je sais que je vais me faire insulter, mais je crois qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas de conséquences, en tout cas au niveau du Wi-Fi. De la même manière avec les cellulaires, hein. Moi je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, ça dépendra évidemment des fréquences utilisées, mais ceux qui me disent je suis malade depuis que mon opérateur préféré a installé une antenne, je n'y crois pas trop. L'influence des bâtiments, donc la structure des bâtiments, elle est élevée à mon sens avec Wi-Fi et elle dépend de la fréquence avec la 4G et 5G. Les coûts sont faibles avec Wi-Fi et très élevés avec 4G et 5G. Donc il faudra véritablement en avoir le besoin. L'avenir prévisible, moi je ne suis pas convaincu qu'au-delà du Wi-Fi 7, il y ait quelque chose de crédible dans la technologie Wi-Fi. Par contre, je pense qu'il y aura d'autres versions, il y aura 7G, 8G, 9G, 10G, et puis in fine, il n'y aura plus que deux technologies qui perdureront, les réseaux donc cellulaires et les réseaux de fibre optique. Donc j'aboutirai, il me reste juste 2 minutes, vous voyez, j'aboutirai à ceci. Donc, les entreprises commencent à y venir. Donc, moi, je privilégie donc, plutôt des installations qui font quelques dizaines de kilomètres. Hein. Ce sont des aérogares, des aéroports, des raffineries, des conglomérats chimiques, des centrales nucléaires. Là, ça vaut la peine et on aura les moyens de le faire. Alors, quelques exemples maintenant, donc, on va dire, de solutions qui arrivent dans le sillage de CBRS. Par exemple, le gouvernement allemand a réservé donc, des fréquences dans la gamme qui va de 3,7 à 3,8 GHz pour ces réseaux 5G privés. D'autres pays donc, procèdent de la même manière maintenant, sont sur le chantier. C'est la Suède, la France, le Royaume-Uni, le Japon, Hong Kong, l'Australie. Au Canada, c'est beaucoup plus difficile pour l'instant, mais ça va déboucher également. Et ils allouent une part du spectre donc, pour les réseaux 5G, donc privés, localisés.
en se concentrant principalement donc, sur des fréquences 3,7 GHz, mais aussi très loin, du 26 GHz et 28 autres fréquences autour de fréquences GHz. Donc on va beaucoup plus loin. Mercedes, le constructeur d'automobile Mercedes-Benz a construit un réseau 5G local pour soutenir son process de production, par exemple dans son usine dite Factory 56, donc dans une ville qui s'appelle donc Sindelfingen. Les Coréens, donc KMA, donc l'académie militaire, a installé un réseau 5G dans son campus nord à Séoul pour les programmes d'entraînement militaire. Enfin, tout le monde s'y met maintenant. Donc je crois que ça fait partie, en tout cas, de l'offre qui est disponible aujourd'hui. Hein, et à mon avis, il était quand même intéressant de savoir qu'il y a une certaine diversité, une certaine, on va dire, concurrence, vous voyez, comparaison que l'on peut faire avec du Wi-Fi de haut débit, avec ses caractéristiques et ses défauts, avec du cellulaire privé. C'est ce que j'ai voulu vous montrer. Maintenant, je suis persuadé que dans les années à venir, on en parlera donc encore beaucoup plus. Voilà le message que j'essayais de faire passer. On arrive juste à l'heure, vous voyez, donc je vous rappelle simplement ici donc, les rendez-vous que nous avons. Alors vendredi prochain, on va traiter d'un sujet, est-ce que c'est la mort des diplômes? Un peu vrai, vous savez. Hein. On se casse la tête avec des années d'études, ils vont être sanctionnés par un diplôme, mais maintenant, on s'intéresse beaucoup plus à des certifications. Il y en a des centaines qui existent sur le marché. Alors, et je ne suis pas convaincu que les ressources humaines aient bien compris le message. Hein. Et donc, ça, c'est, on va dire, des choses qui n'ont pas fait plaisir. Là, hein. On est encore une fois en retard. Voilà. Et puis ensuite, on parlera donc d'autres thèmes. Voilà donc ce que je voulais donc vous dire sur tous ces sujets. Bien entendu, ce sera toujours disponible donc demain soir. Hein. Si ces thèmes vous intéressent particulièrement, on peut donc en discuter donc, entre nous. Hein. On peut se faire des petites réunions, des discussions entre nous. On vient de finir, nous, un projet comme ça, un projet donc 4G, ce n'est pas un projet 5G. La seule chose que je retiens aujourd'hui, c'est que je ne suis pas ébloui par le maintien de la qualité de service. Voilà. Et donc, peut-être est-ce dû donc, à la spécificité donc, de ce client. C'est très industriel, hein. C'est un client européen, mais je ne suis pas très ébloui encore. Mais par la suite, ça va donc, à mon avis, s'améliorer. Voilà ce que, chers amis, ce que je voulais discuter, donc le partage des réseaux cellulaires en complément ou en remplacement des réseaux Wi-Fi ou Wi-Fi. Vous voyez, j'ai dit les deux. Merci pour votre attention et j'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine.